Bienvenue à ta conférence de midi. Je veux commencer en remerciant Pascal, qui a beaucoup aidé avec l'organisation, et Neurosciences Sherbrooke, qui a aussi co-commandité cette activité, qui est la visite de Marie-Kim Saint-Pierre, qui est en neurosciences. Et elle est diplômée de l'Université de Laval en 2022, doctorat en 2023. Je laisse pas te rajouter des années. C'est parce qu'elle a fait un parcours accéléré de la maîtrise au doctorat. Et c'est pour ça que je suis rémunéré. Elle a son postdoc au Karolinska et pendant son parcours académique jusqu'à date, elle a reçu des prix, des bourses pour ses études. Banting, CIHR, par exemple? Non. C'est là son CV, il me semble. C'est pas la Banting, c'est la CIHR Postdoctoral de l'IRSC. Ben, je me trompe encore deux fois. Trois fois, puis il faut que je suis certain que j'avais vu Banting là-dedans. Mais des bourses de voyage aussi. Alors, elle vient pour nous visiter pour 2 jours, pour peut-être voir pour l'opportunité d'avoir un poste ici éventuellement à l'Université de Sherbrooke dans le domaine de vieillissement et neurosciences. Elle va parler de sa recherche antérieure et ce qu'elle espère pouvoir faire à l'avenir. Donc, les 3 mousquetaires. Les 4 mousquetaires, c'est la troisième. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir de vous discuter de mes 3 mousquetaires. Principalement la microglique et dans le fond la cellule immunitaire résidente du cerveau. Donc, OK. Bon. Fait que plus concrètement, aujourd'hui, je vais vous discuter, présenter mes travaux de recherche que j'ai effectués au cours de mon doctorat, précisément sur l'ultrastructure des microglies et aussi des microglies sombres, qui est dans le fond un sous-type microglial qui est associé avec la pathologie et beaucoup de signes de stress oxydant. Et puis ensuite, je vais continuer en présentant mes travaux effectués depuis les quelques derniers mois sur le rôle de la microglie et des changements métaboliques au niveau de la microglie dans un contexte de glioblastome. Et puis, comme Dr. Pinel a mentionné, peut-être une future perspective. Donc, qu'est-ce que j'envisionne après mon postdoctorat? Ce qui m'intéresse, pourquoi étudier. Donc, une brève petite introduction sur mon parcours. J'ai fait un passage accéléré, donc maîtrise doctorat à l'Université Laval en médecine moléculaire. Donc, je suis restée, j'ai commencé en 2017 et par la suite, on a eu un déménagement de laboratoire. Donc, j'ai effectué la plupart de mes travaux de recherche à l'Université de Victoria, où on peut voir le très beau microscope à balayage électronique à balayage qu'on a obtenu. Donc, on va voir quelques images au cours des diapos. Et puis, une fois l'obtention de mon doctorat en 2023, je suis maintenant déménagée à Stockholm, à l'Université de Karolinska, donc, parce que j'effectue mon postdoc dans le laboratoire du Dr. Bertrand Joseph, qui est vraiment un expert de la microglie, mais aussi du glioblastome. Donc, les travaux que je vais vous présenter proviennent de 2 premiers auteurs que j'ai publiés il y a déjà 1 an, 2 ans, dans le Journal of Neuroinflammation, donc vraiment sur le rôle de l'ultrastructure de la microglie dans des modèles murins d'accumulation d'amyloïdes bêta. Donc, la microglie, c'est la... les vidéos fonctionnent pas, c'est dommage. Donc, la microglie, c'est la cellule centrale du cerveau, permet de maintenir l'homéostasie, mais aussi un rôle important au niveau de la pathogénèse de plusieurs conditions neurologiques, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, ainsi que les glioblastome que je vais vous mentionner au cours de ma présentation.
C'est des cellules qui sont extrêmement actives. Donc, elles vont avoir constamment des changements au niveau des rétractions de leur prolongement pour surveiller leur environnement. Non seulement pour vérifier la présence de pathogènes, exogènes, endogènes, mais aussi pour faire du refinement synaptique. Donc, ces cellules peuvent faire une phagocytose partielle, donc du nivelé, qu'est-ce qu'on appelle la phagocytose, pour faire des refinements synaptiques. Elles peuvent aussi phagocyter certains des éléments pré- et post-synaptiques, mais aussi elles peuvent séparer physiquement avec leur prolongement les éléments des synapses. Ce rôle de surveillance est particulièrement important au niveau de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va voir des changements au niveau, par exemple, de leur distribution, où les microglies sont normalement dans des territoires qui sont très distincts au sein du parenchyme, vont se diriger proche des plaques familiales bêta-denses pour former une sorte de barrière physique qui peut permettre de protéger le reste du parenchyme des éléments, par exemple des plaques amyloïdes et des urées dystrophiques qui sont très toxiques. Elles peuvent également avoir des changements au niveau de leur signature moléculaire. Donc, on voit une forte présence d'hétérogénéité de la microbie qui se produisent lors de la pathologie. Donc, par exemple, l'exemple le plus commun, je dirais, le plus populaire dans les dernières années, c'est les diseases associées à macroglia. On voit qu'il y a une signature moléculaire qui est très distincte. Donc, on a une diminution des gènes microbiens associés avec l'homéostasie, mais l'augmentation de gènes qui sont plutôt associés avec le chromosome des éléments de la neurodégénération. Donc, on a des changements morphologiques, de la signature moléculaire, de la distribution, mais aussi des changements au niveau de l'infrastructure. Donc, c'était vraiment l'élément central de mon doctorat et aussi du laboratoire du docteur Marie Tremblay. Donc, qu'est-ce qui se produit à l'infrastructure des microglies quand elles sont proches ou en proximité des plaques amyloïdes bêta? Donc, dans une étude précédente, on a observé des changements au niveau de l'interaction avec les synapses. Donc, lorsqu'elles sont proches des plaques, elles vont faire beaucoup plus d'interactions avec notamment les terminaisons axonales. Et ça, c'est en parallèle avec une augmentation de la phagocytose de ces cellules. Donc, ce qui suggère ici un rôle possible au niveau de la phagocytose des synapses. Il y a aussi une autre caractéristique qui est très distincte dans la pathologie, mais aussi dans les modèles murins d'accumulation d'amyloïde bêta, c'est la présence des microglies sombres. Donc, à votre droite, vous avez un exemple ici d'une microlie qu'on dit sombre. Donc, ça paraît plus ou moins bien sur le PowerPoint, mais une condensation du cyto et du nucléoplaste qui est dense aux électrons. Donc, visiblement, elles sont beaucoup plus sombres qu'une microglies qu'on dit typique. Je vais vous montrer un exemple là-dessus. Ces microglies en conditions homéostasiques sont très peu présentes. Donc, chez une souris wild type de 3 mois, c'est environ 3 mm cellules par millimètre qu'on observe. Mais par exemple, dans les modèles d'accumulation d'amyloïde bêta, ça monte à 34 cellules par millimètre carré. Donc, il y a une augmentation de la prépondérance de ces cellules dans la maladie, dans des modèles murins de maladie d'Alzheimer. Et elles sont aussi caractérisées par de nombreux signes de stress oxydant, notamment des changements au niveau de l'infrastructure des mitochondries et de la dilatation du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi. Mais vraiment, l'étude des changements reliés à l'infrastructure et à l'introduction n'avait pas été faite auparavant. Donc, c'était vraiment un des objectifs de mon doctorat, de regarder les différences ultrastructurelles selon la proximité aux plaques d'amyloïde bêta, mais aussi si ce sont des microglies sombres ou des microglies atypiques. Donc, voici un exemple à votre gauche du microglies qu'on dit typique. Donc, on peut voir sur l'image et aussi sur le schéma qu'elle possède un cytoplasme qui est très clair visiblement, donc non dense aux électrons. Et elle possède également un motif de leucochromatine et l'hétérochromatine très distincte. Donc, ce qui nous permet d'identifier notamment les microglies de d'autres cellules provenant du système nerveux central. On est capable également d'identifier ces cellules par la localisation des organelles qui finalement s'éparpillent autour du nucléus, donc du cytoplasme.
versus une microglie qu'on dit sombre. Donc, on peut voir qu'elle a une perte quasi totale ou totale du motif de l'hétérochromatine. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il y a une forte condensation du cyto et du nucléoplaste qui les rend électrons denses ou denses aux électrons. Et puis, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, la présence des signes de stress oxydant qui sont extrêmement courants dans les microglies sombres. Donc, pour notre étude, nous avons utilisé des souris âgées de 20 mois, mâles, des APP-PS1, qui est un modèle d'accumulation d'amyloïde bêta. Donc, on a une introduction de 2 mutations au niveau du gène APP et une délétion de l'exon 9 du gène de préséminine qui permet l'accumulation de l'amyloïde bêta au sein du parenchyme de ces souris. Et puis, comme j'ai mentionné plus tôt, la caractérisation et l'identification des microglycomes, c'est uniquement à l'aide de la microscopie électronique que nous pouvons l'effectuer. Donc, c'est une technique qui est essentielle pour notre projet de recherche. Donc, c'est un schéma ici que vous pouvez voir vraiment qui résume les grandes étapes de l'obtention de souris jusqu'à l'imagerie et l'analyse des images obtenues. Je vais vous épargner un peu les détails à ce niveau et ça me fait plaisir de vraiment revenir si des gens sont intéressés à utiliser la microscopie électronique pour leur projet de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons utilisé la microscopie électronique à bas d'écran qui permet permet d'imager de grandes images, donc vraiment tout le parenchyme au complet de notre région à étudier. Ça nous permet d'effectuer des analyses basées sur l'ultrastructure des cellules. Donc, typiquement, on va, par exemple, utiliser des marqueurs comme IB1, qui est un marqueur pour les cellules myéloïdes, ou P2Y12, TMM1,9, qui sont des marqueurs un peu plus spécifiques aux microglies, pour vraiment déterminer la distribution des microglies au sein du parenchyme ou leur densité. Mais, comme on a vu un peu plus tôt, les microglies, c'est des cellules qui sont extrêmement hétérogènes. Donc, l'expression de ces protéines va varier dépendamment du phénotype étudié. Donc, l'utilisation de l'ultrastructure nous permet vraiment d'avoir une idée globale de tous les sous-types ou phénotypes microgliales, sans non plus en manquer suite à la variation d'expression des marqueurs utilisés. Donc, ça nous permet d'étudier de grandes surfaces du parenchyme, mais c'est un outil qui nous permet aussi d'étudier le contenu intracellulaire et des interactions avec le micro-environnement des microglies. Donc, ça nous permet vraiment de voir une idée globale des changements au niveau de la distribution et de l'ultrastructure des microglies sombres. Donc, voici un exemple d'un tissu qu'on a analysé lors de nos analyses de densité selon l'ultrastructure des cellules. Donc, on peut voir ici, c'est la CA1 de l'hippocampe ventral, qui est une région qui est particulièrement affectée lors de la pathogenèse de l'Alzheimer. Donc, en haut de l'image, on a le lacunosome malicularis, qui est facilement identifiable par les gros vaisseaux sanguins ici. Donc, on voit le lumen qui est beaucoup plus rare que le reste du parenchyme. Et le gyrus d'entrée ici, donc la gauche canulaire, qui est dans le fond juste en dessous du lacunosome malicularis. Donc, avec ces images, on a pu déterminer les analyses de densité sur des microglies sombres et des microglies typiques. Qu'est-ce qu'on a observé, c'est que les microglies sombres, donc les NDM ici, sont particulièrement plus présentes proches des plaques plutôt que loin des plaques dans nos souris APP-PS1 et des souris contrôle ici nommées CDM. Donc, c'est très, très rare qu'on observe des microglies sombres qui n'étaient pas proches d'une plaque. Donc, on a regardé plus profondément la composition des plaques. Donc, est-ce que c'est plus des microglies typiques, des microglies sombres qui se retrouvent à proximité de ces plaques? Et on a remarqué que 43% des microglies étaient en proximité d'une plaque. Donc, en contact direct avec la myélota, c'était des microglies sombres. Donc, ça suggère ici un rôle possible au niveau de la microglies sombres et de la plaque d'amyloïde bêta. On a regardé plus précisément les interactions qui se produisaient donc avec les plaques en tant que telles, mais aussi les neurones dystrophiques qui se retrouvent en périphérie de ces plaques d'amyloïde bêta. Et on a observé que les microglies sombres effectuaient beaucoup plus d'interactions avec les neurones dystrophiques que les microglies typiques, ici nommées NTM. Donc, si on regarde sur l'image, les neurones dystrophiques ici sont colorés en rose, donc comme on peut voir ici.
Ça ne paraît pas super bien, mais en mauve, on peut voir aussi l'amyloïde bêta fibrillaire qui s'accumule proche des plaques, proche des microglie. Donc, auparavant, on avait observé que les microglisomes étaient capables d'effectuer la phagocytose des neurones dystrophiques. Donc, ça suggère ici une possible raison pourquoi il y a une augmentation d'interaction avec les neurones dystrophiques comparément aux microglies typiques. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, une des caractéristiques très distinctes des microglisomes est la forte présence des signes de stress oxydant, notamment des changements ultrastructurels au niveau de la mitochondrie et de la dilatation du réticulum endoplasmique. Donc, je vous montre quelques exemples ici. À votre gauche, vous avez des exemples de mitochondries qui n'ont aucun vraiment changement au niveau de l'infrastructure. Donc, plusieurs exemples ici. Mais à votre droite, vous avez deux mitochondries où on voit une forte dilatation des crêtes. Donc, on peut voir ici où c'est beaucoup moins dense aux électrons, ainsi qu'un peu de dégénération qui se produit au sein de la crête. Donc, ça, c'est un signe qui, normalement, nous indique qu'il y a des changements au niveau de l'infrastructure de la mitochondrie. D'autres signes incluent la dégradation de la membrane interne et externe de la mitochondrie, des changements au niveau de la forme. Donc, on a ce qu'on appelle le donut mitochondrial qui forme vraiment à une apparence de donut, un peu à la Simpson. Donc, il y a du cytoplasme au centre qui s'insère au centre. Donc, il y a aussi des changements au niveau de l'élongation de la mitochondrie, au niveau de la fragmentation. Donc, c'est inclus dans nos changements de l'infrastructure des mitochondries. On a remarqué que les microglisomes avaient effectivement beaucoup plus de nombre de mitochondries qui étaient altérées. Donc, il y avait des changements au niveau de l'infrastructure, contrairement aux microglies typiques des souris contrôle. Mais c'était un phénomène qu'on observait chez toutes les microglies qui se situaient dans les souris APP-PS1. Donc, que ce soit les microglies typiques loin et proches des plaques, nous avions plus de mitochondries qui étaient altérées. Ce qui suggère ici un possible effet au niveau du génotype de la microglie plutôt que selon leur proximité aux plaques ou même le phénotype qu'on a vu ici. Un autre signe qui est très courant chez les microglies sombres sont la présence de dilatation du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi. Donc, on voit vraiment un ballonnement qui est non dense aux électrons au centre du réticulum endoplasmique de l'appareil. Donc, ici, on a remarqué encore une fois que les microglies sombres avaient beaucoup plus de réticulum endoplasmique qui était dilaté, contrairement aux souris, les microglies provenant des souris contrôle. Mais c'est un phénomène qu'on observait également chez les microglies typiques proches des plaques. Donc, ça suggère ici un rôle possible de la proximité des microglies proches des plaques, plutôt nécessairement que le fait que ce soit des microglies sombres. Je vais changer un peu la donnée. Donc, on va regarder plutôt un élément du métabolisme. Donc, les granules de glycogène. Ici, on peut voir que c'est les points électrodenses, sont les quintas qui vraiment sont dispersés au sein du pièce spécifique, ici, qui est pseudo-coloré en rose. Donc, c'est des granules, des organelles de stockage pour le glucose qui peuvent être dégradés en glucose et en lactate et qui pourraient, selon les hypothèses, certaines des hypothèses, être transférés aux terminaisons axonales où elle aurait un rôle au niveau de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, normalement, les granules de glycogène se retrouvent en quasi-exclusivité dans les astrocytes. On les remarque notamment au niveau des pièces astrocytaires qui entourent les vaisseaux sanguins. Mais une particularité qu'on a observée lors de nos analyses était la forte présence de granules de glycogène chez les microglies qu'on dit typiques et sombres proches des plaques. Donc, dans les souris contrôle et dans les microglies typiques loin des plaques, c'était moins de 3% de toutes les cellules analysées qui avaient la présence de granules de glycogène. Mais si on regardait plus proche des plaques, donc les microglies typiques, ça montait à 30%. Puis proche de plus de 60% pour les microglies sombres qui étaient proches des plaques. Donc ici, ça serait forcément un effet au niveau de la proximité et au niveau du phénotype analysé des cellules. Et pourquoi il y a une augmentation de ces granules, c'est encore inconnu.
mais on sait que l'amyloïde bêta a un rôle au niveau de la diminution de l'expression des gènes associés à la dégradation du glycogène en glucose. Donc, c'est possible qu'il y aurait un rôle au niveau, donc pourquoi on aurait autant d'accumulation proche des plaques. Donc, ça termine la première section de ma présentation. Donc, juste un petit résumé bref. Donc, les signes qu'on normalement on observe chez les microlissomes, donc une augmentation des signes de stress oxydant comme au niveau des mitochondries, au niveau du réticulum endoplasmique, on les observe effectivement chez les microlissomes, contrairement aux souris contrôle, mais c'est des signes qu'on observe également dans les microglies typiques, surtout ceux qui sont proches des plaques. Il y a aussi une forte présence des granules de glycogène ainsi qu'une forte interaction avec les urines dystrophiques qui se retrouvent chez les microlissomes, comparément aux microglies typiques. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'études à effectuer au niveau des microlissomes parce que c'est un domaine relativement récent. Donc, la découverte de ces cellules a été faite en 2016 dans le laboratoire du docteur Marie-Ève Tremblay. Et une des difficultés à pousser un peu notre connaissance sur ces cellules, c'est le manque de marqueurs. Il faut vraiment pouvoir isoler les cellules sans toutefois avoir besoin de la microscopie électronique. Donc, c'est un peu là que, dans le fond, le domaine se dirige, donc l'identification de marqueurs possibles pour les microlissomes. Donc, maintenant, je vais prendre un petit peu d'eau. Et après ça, je vais passer à la prochaine section. On se lance sur mon projet, un de mes projets du post-doctorat. Donc, en ce moment, je spearhead 2 projets, dont un sur le changement métabolique des microglies suite à l'émission au CSF1R en culture in vitro. Et puis, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur les changements métaboliques au niveau du glioblastome des microglies. Donc, le glioblastome, c'est ce qu'on appelle un high-grade glioma. Donc, c'est un cancer du cerveau qui est extrêmement agressif et sans traitement curatif. Donc, qu'est-ce qu'on utilise en ce moment pour traiter? C'est une combinaison de chimiothérapie, radiothérapie et insection par chirurgie. Mais malheureusement, même avec ces traitements, la moyenne de vie est d'environ 15 mois. C'est un cancer qui affecte principalement les hommes et c'est un cancer qui est aussi beaucoup plus agressif chez les hommes que chez les femmes. Donc, il y aurait ici des changements au sexe. Une des composantes importantes du glioblastome, c'est la présence des microglies et des cellules infiltrantes provenant de la périphérie, les macrophages provenant de la périphérie. Ces dernières composent environ 30 à 40 de la masse de la tumeur. Et ces cellules ont un rôle par le biais de facteurs qui le sécrètent, permet la prolifération des cellules du glioblastome et permet aussi à l'évasion de ces dernières par le système immunitaire. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a des changements métaboliques au niveau du glioblastome et puis il y a aussi des changements qui dépendent selon du sexe. Donc, on a une diminution ici des enzymes associées aux mitochondries chez les hommes. Ça, c'est des effets du cerveau total. Donc, une diminution, par exemple, du citrate synthase, du synate désotogénase et du mitochondrial reductase. Mais aussi, très intéressant, qu'il y a des changements au niveau de la voie de la glycolyse. Des chaînes de la voie de la glycolyse. Et dépendamment si c'est chez les hommes ou chez les femmes, ça va être associé avec un mauvais pronostic ou ça va être associé avec un peu plus avantageux chez les femmes. Ce qu'on sait, en fait, on connaît encore très peu sur le métabolisme de la microglie au niveau du glioblastome, mais on sait qu'elles utilisent particulièrement la glycolyse, dû aux facteurs qui sont sécrétés notamment par les cellules du glioblastome. Ces dernières utilisent également la glycolyse en prépondérance pour générer l'ATP. Et la plupart des études qui sont sorties dans les dernières années suggèrent que des cellules du glioblastome sont mal adaptées pour l'utilisation des corps cétoniques, notamment par une réduction de certaines enzymes qui sont nécessaires à la dégradation des corps cétoniques. Mais comme j'ai mentionné plus tôt, il y a très peu encore qui est connu au niveau du métabolisme de la microglie. Suite, par exemple, à une supplémentation avec les corps cétoniques, qui est une thérapie adjuvante ou un adjuvant thérapeutique qui est de plus en plus étudiée, non seulement dans les études précliniques, mais aussi dans les études cliniques.
et puis qui montrent des résultats mitigés pour l'instant. Donc, certaines soulignent une diminution de la croissance du glioblastome, mais d'autres suggèrent qu'il n'y a aucune différence au niveau de la croissance et la prolifération des cellules du glioblastome. Donc, c'est un domaine qui est encore à découvrir. Et puis, dans le fond, mon projet de postdoctorat, c'était vraiment d'observer les changements au niveau, en premier, des mitochondries. Donc, vraiment étudier l'abondance mitochondriale, les changements au niveau de l'activité, les changements au niveau des espèces créatives d'oxygène, donc les ROS. Voir s'il y a des changements au niveau des enzymes mitochondriales, des changements au niveau de l'infrastructure des mitochondries. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plus d'élongation? Est-ce qu'il y a de la fragmentation? Est-ce qu'il y a des changements au niveau de l'ultrastructure? Parce que j'ai peut-être oublié de le mentionner un peu plus tôt, l'ultrastructure est très importante à la fonction des mitochondries. Donc, s'il y a des changements au niveau de l'ultrastructure, ça nous indique qu'il y a des changements aussi au niveau de la fonction. Bien entendu, il faut utiliser des techniques complémentaires pour vraiment déterminer c'est quoi ces changements. Mais c'est pour ça qu'on étudie particulièrement les changements avec la microscopie électronique. Donc, voici le workflow. Je vais le mentionner très brièvement. Pour mon projet, j'utilise principalement l'étuculture, des techniques in vitro. Donc, j'utilise des cellules microbiales primaires provenant de souris mâles et femelles des wild type, âgées de 14 jours. Donc, comment on a l'obtention de ces cellules microbiales primaires? En premier, on perfuse les souris avec un buffer de phosphate pour vraiment retirer tout le sang du cerveau. Une fois l'extraction du cerveau, on va retirer le cérébellum et le bulbe olfactif parce que ces deux régions où les microbilles sont extrêmement différentes contrairement au reste du cortex. Les cortex vont ensuite passer à travers des étapes de dégradation enzymatique et physique, et puis le gradient de Perkol qui nous permet d'isoler toutes les cellules gliales provenant du cortex, donc les astrocytes principalement les microbilles. Ces dernières sont ensuite déposées dans un flacon. Donc, on utilise le Charcoal Stripped FBS, donc un média qui possède du sérum bovin fœtal, si c'est disponible, c'est le mot français. Dans le fond, on retire toutes les hormones pour ne pas avoir l'influence d'hormones exogènes sur notre système, puisqu'on étudie aussi les changements reliés au sexe. Et puis, on supplémente les flacons avec du MCSF, qui est des facteurs de croissance, donc qui permet les microbilles de proliférer dans le flacon. Une fois qu'on a obtenu la confluence désirée, on peut ensuite procéder à l'isolation des microbilles primaires. Donc, on utilise le MAX, donc c'est une colonne magnétique. Donc, on met dans notre solution de cellules des microbilles qui sont attachées avec CD11B qui permet de revenir les microbilles dans notre colonne magnétique, mais qui va laisser passer toutes les autres cellules gliales. Donc, on retire une grande partie des astrocytes et des autres cellules qui peuvent contaminer notre préparation. Ces microbilles primaires sont ensuite déposées dans des plaques de culture, donc pendant 24 heures pour les laisser s'habituer à leur nouvel environnement. Et ensuite, on a une exposition indirecte aux cellules qui proviennent du glioblastome. Donc, pourquoi indirect? Ça nous permet d'étudier les facteurs qui sont échangés entre les cellules du glioblastome et les microbilles, sans toutefois, on peut ensuite isoler les microbilles pour faire nos études, notamment d'imagerie. Donc, 24 heures plus tard de l'exposition indirecte aux cellules du glioblastome, on effectue notamment nos études avec l'imagerie de cellules vivantes. Donc, en premier, pour regarder l'abondance mitochondriale avec MitoTracker Green, qui est un colorant fluorescent qui s'insère au sein de la matrice mitochondriale. TMRE ou TMRE, qui est un colorant aussi fluorescent qui s'insère dans les mitochondries qui sont polarisées. Donc, les mitochondries qu'on dit actives. Oh wow! Ça apparaît pas ça apparaît tout noir sur l'outil. Donc, avec cette technique, on a encore une petite contamination, notamment qui est celle des astrocytes. Donc, on a une pureté de 93% chez les souris mâles et chez les souris femelles qu'on a isolées.
Donc, c'est une légère limitation de notre modèle, c'est qu'il va toujours avoir d'autres cellules qui vont être contenues au sein de nos cultures. Donc, les résultats que je vais vous présenter, c'est des résultats d'études pilotes. Donc, il me reste la collection d'un autre réplica à mon retour en octobre, mais je vais profiter des 3 prochaines semaines pour manger beaucoup de poutine. Donc, en attendant, c'est des résultats pilotes. Donc, en premier, pour la masse mitochondriale. Donc, juste une petite parenthèse ici, c'est pour étudier l'abondance et non le nombre ou non la forme des mitochondries. Donc, ça a été fait avec la microscopie électronique pour vraiment regarder l'élongation, pour regarder la fragmentation qui, dans les études précédentes, a été associée avec la phosphation oxydative et la glycolyse. Donc, dépendamment si c'est mitochondries longues ou plusieurs petites mitochondries. Donc, ici, au niveau de l'abondance, on n'a eu aucune différence au niveau des conditions en coculture, donc en exposition indirecte avec les cellules du glioblastome, comparé aux conditions de monoculture chez les souris mâles et chez les souris femelles. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé une augmentation du signal du TMRI chez les souris mâles en coculture, contrairement aux souris monocultures, dans nos études pilotes. Donc, ça a vraiment confirmé en octobre. Suggère ici un possible rôle au niveau changement au niveau du sexe, puisque nous n'avons observé aucun changement chez les femelles. Et ce n'est pas dû non plus à une différence au niveau de l'abondance de la mitochondrie, puisque la mitochondrine, comme j'ai mentionné ici, il n'y avait aucune différence. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans ma présentation, une diminution des gènes, en fait des gènes des enzymes mitochondriales qu'on avait observées chez les mâles dans le cerveau total. Donc, on a voulu aussi observer les changements à ce niveau, notamment au niveau du succinate déshydrogénase. Et dans le fond, le succinate, c'est important pour générer le furamate, mais ça permet aussi de réduire le FAD en FADH2. Et puis, dans le fond, ça va générer 2 électrons qui vont être ensuite transportés dans la chaîne Electron Chain Transport. Chaîne d'électrons. Désolée, ça fait longtemps que je ne peux plus penser. Dans le SCP. Donc, on voit des changements ici chez les femelles et chez les mâles. Donc, une forte réduction de la présence de SPHA du chêne, ce qui suggère ici possible de différence au niveau de la phosphation oxydative. Mais encore une fois, il va falloir effectuer des techniques complémentaires pour vraiment observer ici les changements. Donc, dans les prochains mois, après m'avoir vraiment bourré la face avec la poutine, on va effectuer des changements, on va effectuer des techniques pour regarder notamment la respiration cellulaire, regarder également l'acidité extracellulaire, le ICAR et le OCR, pour voir s'il y a des changements à ce niveau, ce qui nous confirmerait pourquoi il y a des changements au niveau du SDHA notamment. Effectuer nos études avec la microscopie électronique pour vraiment regarder les changements structurels au niveau de la mitochondrie, donc regarder les changements de la forme, regarder s'il y a des changements au niveau de la dilatation des crêtes qui se retrouvent au sein des mitochondries et faire la collection aussi des derniers réplicas pour le PCR. Donc, regarder aussi les autres enzymes mitochondriales que j'avais mentionnées plus tôt, donc le citratinitase et le mitochondrial reductase. Et puis, dans la prochaine année et demie, donc, ça serait vraiment de regarder avec la supplémentation, avec les corps cétoniques. Donc, s'il y a des changements à ce niveau, donc, qu'est-ce qui se produit une fois qu'on a fait l'exposition directe avec les cellules du glioblastome? Si on supplémente avec le bêta-HB, est-ce qu'il y a des changements métaboliques qui se produisent? OK, je vais finir avec une brève, en boire un peu d'eau, puis après ça, on va finir avec les perspectives futures. Donc, j'ai mentionné un peu plus tôt que les supplémentations avec les corps cétoniques, c'était un adjuvant thérapeutique qui était de plus en plus étudié dans le domaine du glioblastome pour tenter de réduire la prolifération des cellules tumorales. Mais c'est aussi un adjuvant qui est beaucoup étudié dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des patients qui sont diagnostiqués avec des troubles cognitifs légers. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été, qui soulignent dans le fond que le métabolisme de la microalgue, notamment au niveau de la glycolyse, la l'oxydation oxydative, aurait
eu des altérations suite à la présence notamment de l'amyloïde bêta, mais que la voie enfin, l'utilisation des corps cyniques a été effectuée sans changement. Donc, le possible question qui se pose, est-ce que la supplémentation avec les corps cétoniques, donc suite à une exposition à l'amyloïde bêta, donc qu'est-ce qui se passe sur le métabolisme de cellules, dans le fond, ce qu'on appelle les MDMI. Donc, c'est des macrophage-derived monocytes proviennent d'humains. Donc, donc, qu'est-ce qui se produit au niveau des mitochondries, au niveau des voies métaboliques, et est-ce que la supplémentation avec les corps cétoniques pourrait normaliser les changements qu'on observe suite à l'exposition à l'amyloïde bêta. Donc, c'est un petit schéma qui souligne les grandes lignes. Donc, on aurait la collection d'échantillons sanguins provenant de patients hommes et des femmes et des hommes. Donc, on aurait la collection de PBMC. Donc, on aurait des monocytes qu'on isolerait, un peu d'une technique très similaire avec ce que j'ai effectué pour les microbes primaires. Donc, utiliser des microbes avec la colonne monolytique. Les monocytes qui sont isolés sont ensuite mis en culture avec aussi un cocktail, en fond, de facteurs de croissance, notamment interleukine 34, GM-CSF, MCSF, qui va les permettre de les différencier, ce qu'on appelle en microglia-like cells. Et puis, ensuite, ces cellules sont ensuite exposées avec l'amyloïde bêta, donc les oligomères, qui est la forme la plus toxique de l'amyloïde bêta. Et elles sont soit supplémentées ou non avec des corps cétoniques pour voir les différences assimilées. Donc, les techniques qui seraient possibles, dans le fond, la plateforme ARN-nomique offre beaucoup de possibilités au niveau du métabolisme, notamment des études au niveau de l'OCR et le ICAR, donc la respiration cellulaire, puis l'acidification extracellulaire. Donc, ça serait d'utiliser vraiment le plus possible à mon avantage les plateformes qui sont offertes avec l'université. Également, regarder au niveau, comme j'ai mentionné, des mitochondries. Donc, est-ce qu'ils ont une augmentation du nombre, de la masse? Est-ce qu'ils produisent beaucoup plus d'espèces réactives d'oxygène? Est-ce qu'elles sont plus actives? Donc, en utilisant l'imagerie de cellules vivantes, qui est très possible avec des cellules grandules in vitro. Regardez aussi au niveau de l'ultrastructure des mitochondries. Donc, est-ce que l'exposition avec l'amyloïde bêta, on sait qu'il y a des changements, dans mon doctorat, j'ai remarqué qu'il y a des changements au niveau de la mitochondrie. Donc, les résultats que je vous ai présentés un peu plus tôt. Mais est-ce qu'on peut remarquer aussi ces changements in vitro? Et est-ce que la supplémentation avec les corps cétoniques pourrait, par exemple, réduire le nombre de mitochondries altérées qu'on observe au sein du cytoplasme de ces cellules? Et puis, bien entendu, la neuroinflammation est un aspect très important de la maladie d'Alzheimer. Donc, est-ce qu'il y a des changements suite à la supplémentation? Donc, est-ce qu'on pourrait réduire les cytokines qui sont sécrétées, pro-inflammatoires qui sont sécrétées par les microglia-like cells? Donc, je suis pas mal dans les temps. Donc, je voudrais remercier en premier lieu tous pour votre attention, particulièrement le laboratoire du Dr Marie-Ève Tremblay. Donc, tous les noms qui se situent en gras ont participé à l'étude que j'ai présentée sur la première partie sur mes résultats du doctorat. Aussi le laboratoire du Dr Bertrand Joseph, où j'effectue présentement les premières études pilotes que je vous ai présentées. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. 2 secondes pour remplir mon verre d'eau. Si tu veux. Merci. On y va pour Il y a sûrement des questions, des commentaires pendant que je vais remplir son verre. Alors, allez-y. Plus fort. C'est vraiment intéressant. Je me demandais, est-ce qu'on connaît déjà des approches pharmacologiques ou autres qui permettent de certaines protections de ce que tu vois dans les mitochondries? Parce que tu proposes, comme je disais à la toute fin, là, par exemple, est-ce qu'il y a une supplémentation
avec des cétones pourraient permettre de protéger les mitochondries contre ces changements-là. Mais est-ce qu'on connaît déjà d'autres approches qui peuvent servir de contrôle, disons, là, en termes de protection comme ça? Puis en fait, là où je vais en venir avec tout ça, c'est est-ce qu'on sait aussi dans le temps, est-ce que ça apparaît dans les pathologies, ces changements-là? Ben, les changements de mitochondrie, les changements métaboliques, ça se produit des décennies avant, par exemple, l'apparition de plaques. Donc, c'est des changements qui arrivent relativement très tôt dans la pathogénèse de la maladie. Est-ce que les changements au niveau de la mitochondrie se produisent à ce moment ou c'est vraiment dû à l'exposition de la bêta? Donc, ça dépend, ça dépend à qui vous demandez. L'amyloïde bêta, ça a été très longtemps vraiment l'hypothèse. Puis dans le fond, c'est le méchant, c'est lui qui fait tout. Mais on sait qu'il y a des changements auparavant. Donc, mon hypothèse, c'est que les changements de la mitochondrie se produisent beaucoup plus tôt que lorsque l'apparition des plaques. Donc, c'est sûr que par la prévention, donc essayer de prévenir ces changements de la mitochondrie devrait avoir lieu avant l'apparition des symptômes. D'où pourquoi utiliser des techniques qui pourraient être appliquées dans le day-to-day life. Donc, si par exemple on donne des supplémentations avec MCT ou avec d'autres sels de corps cétonique, par exemple, oui, ça coûte méchant, mais ça pourrait aider les gens à long terme. Donc, il y a ici les gens qui sont plus à risque. Ça serait peut-être avantageux justement de leur introduire cette possibilité. Et puis, c'est à eux par la suite de voir est-ce que ça vaut la peine ou non d'utiliser ces supplémentations. Côté ultrastructure, est-ce qu'il y a des manières de réduire? Si ces changements au niveau de l'ultrastructure sont très importants, donc les exemples que j'ai mentionnés, c'est vraiment une dilatation des crêtes massives et même la dégradation qui a lieu. Je ne connais pas beaucoup de moyens qui pourraient vraiment refaire un revirement un peu de l'ultrastructure. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir des manières pour permettre une augmentation du nombre de mitochondries. Donc, je ne sais pas exactement si ça existe. Mais faire des changements, revenir à l'arrière, je sais pas. Prévenir, peut-être, mais revenir à l'arrière avec l'ultrastructure, c'est très difficile. Après Mélanie, il y aura quelqu'un en ligne. OK. Merci, Martine. Justement, dans ton projet, tu n'aurais pas pensé à la place de supplémenter des humains avec soit des sels de cétone ou des breuvages qui vont augmenter le bêta-hydroxybutyrate au lieu de supplémenter les cellules en tant que telles? Parce que le problème avec ça, souvent, c'est qu'on arrive avec des niveaux supraphysiologiques de cétone dans le milieu de culture. Puis, c'est pas vraiment représentatif de ce qui se passe au niveau physiologique dans l'organisme en tant que tel. Oui, effectivement. Ben, dans le fond, juste une brève parenthèse, le modèle, dans le fond, que je présente ici, je dis que c'est une in-AD, mais c'est pas AD, c'est un modèle d'amyloïde bêta. Donc, l'Alzheimer, ça le comprend beaucoup. Les NFT, l'amyloïde bêta, les changements au niveau du métabolisme, la perte synaptique, c'est vraiment tout l'ensemble global qu'on dit que c'est la maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de modèle urine, in vitro, qui peut vraiment répliquer toutes les facettes. Donc, c'est sûr que chez les patients, ça reflèterait beaucoup plus la possibilité, les changements qui se produiraient suite à la supplémentation avec justement des corps cétoniques. Cette première étude, c'est là que je voudrais aller vraiment plus tard, vraiment la ligne, ça se dirige vers là. Mais le premier stop, ça serait vraiment de regarder côté biologique, côté fonctionnel, qu'est-ce qui se produit biologiquement, quels sont les changements qui se produisent. C'est un peu une étude exploratoire, malgré qu'on a des bonnes idées, qu'est-ce qui se produit avec les corps cétoniques, parce que ça n'a pas encore été fait au niveau des MDMI. Donc, il y a des étapes à faire avant d'aller chez l'humain, selon moi.
côté métabolisme, côté corps céphalique. Mais si tu prends tes cellules, je m'excuse, je C'est correct, mais si tu prends tes cellules directement de tes BVMC que tu as pris chez l'humain, tu peux prendre des humains avec la maladie d'Alzheimer, tu peux leur donner des cétones, et là, hein? Ça te fait de l'exercice, leur donner toutes sortes d'affaires à manger, puis au lieu de provoquer le système, tu peux déjà tester qu'est-ce que ton intervention fait sur la physiologie de tes cellules en tant que telle. Et après, là, tu peux tester ton système. Donc, c'est plus de connaître plus la physiologie du vieillissement et ou de la maladie d'Alzheimer chez des patients réels. Et après, tester ce système-là, plus peut-être in vitro. Dans le fond, moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais commencé avec l'amyloïde bêta parce que c'est un système qui est vraiment ce qu'on appelle clean. Tu n'as pas de changement au niveau, parce que tu sais, tous les êtres humains, on est tous beaux, mais tous très différents. Les comorbidités, les différences de l'âge, les différences reliées au mode de vie, est-ce qu'ils passent plus de temps dehors ou non? Tu sais, il y a beaucoup de changements, donc c'est difficile de contrôler vraiment le système, surtout in vitro. Si on n'a pas juste en premier de regarder, par exemple, les changements au niveau de la bêta, et quand même si ce n'est pas nécessairement la seule composante de la maladie d'Alzheimer, ça nous donnerait déjà en premier lieu, ça nous indiquerait un peu qu'est-ce qui se passe. Puis par la suite, aller chez les patients, voir, OK, une fois qu'on sait environ où est-ce qu'on s'en va, voici qu'est-ce qui se produit chez les patients qui sont diagnostiqués avec la maladie d'Alzheimer. Mais c'est sûr, les deux manières, finalement, ça se fait, ça peut être facilement échangeable. Personnellement, je crois que regarder en premier dans un système contrôlé serait peut-être plus simple en tant que tel. Mais c'est parce que si tu n'as pas de changement déjà au début de tes cellules, c'est peut-être pas la peine de faire le deuxième étape. Mais si on n'a pas de changement au niveau de l'amyloïde bêta, est-ce que ça vaudrait la peine d'arriver chez les patients d'Alzheimer? Si on sait que l'amyloïde bêta a vraiment un rôle clé au niveau des changements mitochondriaux. On pourra reparler. Parce qu'on pourrait débattre pendant le couple d'heures, si je pense. On a un docteur Lacombe en ligne. Vous pouvez ouvrir votre micro, docteur Lacombe? Oui, bonjour. Félicitations. Merci. Très belle présentation. Je veux juste souligner que c'est extrêmement important ce que tu fais parce qu'actuellement, ce qui est dans le pipeline pour le traitement de la maladie Alzheimer en phase 2 et 3 clinique, c'est moins de 25% qui est lié à l'amyloïde. Il y a des modificateurs au niveau de la gliale, il y a des modificateurs au niveau mitochondrial. Il y a au moins 10% des patients qui rentrent dans tous les critères de maladie d'Alzheimer qui n'ont même pas d'amyloïde intercérébral. Et on identifie au moins 7 à 8 pathways pour développer la clinique classique de maladie Alzheimer. Donc, tous les intrants possibles à la maladie sont envisagés depuis au moins 4-5 ans par la communauté internationale. Et à l'AIC cette année, là, à l'International Alzheimer Association Congress, il y avait vraiment beaucoup de choses aussi liées aux mitochondries dans les posters. Donc, c'est vraiment un domaine où tout le monde doit reconnaître l'importance de ce que tu fais. Là. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Pour le commentaire, effectivement, les études cliniques de plus en plus regardent particulièrement, par exemple, la sénescence, les sénélétiques conventionnelles. Donc, c'est vraiment un domaine qui est en expansion. Essayer de comprendre les changements à ce niveau, c'est vraiment le futur de la maladie, de l'étude de la maladie d'Alzheimer. Guillaume, merci beaucoup avec Kim. J'apprécie également la présentation. Ma question, j'en ai deux, mais qui se rejoignent, les deux sous-questions. Si on revient à ta première partie de la présentation sur les on réalise. Je crois que la technologie, là, ça ne marche pas. Même juste ouvrir le film, j'aurais pu être capable. On va plus l'étaler. C'est bon. Donc, écoute, notre première question ou sous-question concerne les travaux de doctorat. Ça m'a peut-être échappé, tu l'as peut-être dit,
Dans l'exemple que tu as donné, tu nous as parlé de la région de l'hippocampe, au Grand Pic et tout ça. Est-ce que ces changements-là que vous avez observés, avez-vous regardé l'ensemble du cerveau ou est-ce que c'est très spécifique dans certaines régions? Ben, dans le fond, on sait que les microglies, même par exemple, de région en région, il y a vraiment beaucoup de changements. Même côté ultrastructure, ça dépend beaucoup du micro-environnement. Mais même dans une sous-couche, donc il y a beaucoup de changements. Le lacrynosome moléculaire versus le stratum radiatum, il y a des changements au niveau, par exemple, des astrocytes qui sont présents dans le radiatum en grand nombre. Dans le lacrynosome, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Ça affecte énormément l'infrastructure de la mitochondrie, la microglie. Donc, on sait principalement, tous les cellules qu'on a étudiées, c'était dans le lacrynosome moléculaire, parce que c'était là qu'il y avait énormément de plaques d'amyloïde bêta dans notre modèle. Donc, on voulait vraiment regarder au niveau de la proximité aux plaques, qu'est-ce qui se produisait. Donc, on a juste sélectionné dans le lacrynosome moléculaire. Et puis, je n'ai pas présenté les travaux par manque de temps, mais j'avais fait une étude aussi très similaire avec les astrocytes, dépendamment de leur proximité aux plaques d'amyloïde bêta et des neurones dystrophiques qui se retrouvent en périphérie. Et puis ça, je l'avais fait dans le stratum radiatum et lacrynosome. Et on avait aussi beaucoup de changements dépendamment de la région. Donc, j'imagine aussi que pour le microglie, ça va être la même chose, mais il y avait beaucoup moins de microglissons dans le radiatum, par exemple, que dans le lacrynosome. Et celui-là, si vous, votre équipe ou d'autres équipes ont montré que dans d'autres régions du cerveau, des similaires ou particulières, comment ça se... Oui, donc on avait regardé dans le gyrus d'entrée, notamment dans les modèles de maternal immune activation, activation immunitaire maternelle. Oui, OK. Donc, en fait, juste ici, dans cette région, il y avait une augmentation du nombre de microglissomes, particulièrement observé chez les souris mâles. Dans le fond, ça reflète aussi, dans le fond, le diagnostic pour les maladies qui sont associées avec le spectre de l'autisme, dans le fond, les fonctions neurodéveloppementales sont particulièrement plus présentes chez les hommes que chez les femmes. Donc, on voit aussi des changements au niveau du nombre de microglissomes qui dépend aussi du sexe, dépendamment de la condition. Les résultats que j'ai présentés, dans le fond, c'est des souris mâles, parce que c'est là qu'on avait préalablement étudié la microglissome dans les modèles murins d'Alzheimer. Mais évidemment, et sans aucun doute, il va y avoir plus de microglissomes chez les souris femelles. C'est presque sûr à 100%. Je mets mon emploi en jeu. Oui. Quand même. Donc, il y a des changements aussi qui, au niveau du sexe, dépendamment de la pathologie. Donc, est-ce que les régions qui sont plus vulnérables sont beaucoup plus porteurs à avoir une augmentation du nombre de microglissomes? On avait aussi observé dans la maladie d'Huntington, mais je ne me souviens plus exactement de la région. Dans même l'inflammation avec des injections périphériques avec le MPS. On avait aussi observé une forte présence des microglissomes. Donc, il y a, en fait, presque toutes les pathologies, sinon toutes les pathologies qu'on a étudiées dans le laboratoire avaient justement une forte présence des microglissomes. On regardait beaucoup des régions parce qu'on savait qu'ils étaient affectés par la pathologie. Donc, Il y a donc probablement la choléranthie. Ouais. Et mon autre question, si j'ai le temps, c'est est-ce que, puis pour un peu être dans la même idée, vos prélèvements pour ton étude de postdoc, vos études de postdoc se sont faites, si je me rappelle bien, c'était cervelet et bulbe olfactif. C'est l'inverse. OK. Oui, on enlève le cervelet puis OK, parfait. Donc, ça se fait au niveau de tout le reste. tout le cortex, oui. Parfait. Ça répond à ma question. Merci. Moi, je te prends le privilège de demander l'heure pour poser une question. Est-ce qu'il faut quitter la salle? Non. Ceux qui Bon, veulent rester. alors, une question, on est ensemble. De façon générale, si je comprends bien l'épidémiologie de glioblastome et l'Alzheimer, sont quasiment une est exclusive de l'autre. Si quelqu'un est malchanceux d'avoir le glioblastome, il y a la chance d'être protégé contre l'Alzheimer. Est-ce qu'on voit le lien avec ces dérangements métaboliques au cerveau? Est-ce que ça, c'est trop simple à distiller la question de là? Parce que le cancer, c'est un changement radical dans la gestion de l'énergie, des substrats énergétiques, entre autres. Je ne sais pas si ça serait vraiment, si c'est juste une question de métabolisme ou si aussi selon les facteurs qui sont sécrétés
qui sont causés, par exemple, par la présence de bêta ou par la présence des messages du glioblastome. On voit que dans les deux cas, il y a vraiment des changements au niveau du métabolisme, particulièrement au niveau de la glycolyse. Donc, c'est possible qu'il y aurait, si, par exemple, les cellules microgliales à long terme à exposition avec la bêta, sont plus capables d'utiliser la glycolyse, peut-être que c'est pour ça qu'il y aurait des changements au niveau du glioblastome. Je sais pas. Je sais que c'est une étude. Mais c'est curieux que Ouais. tu as fini par travailler dans ces deux domaines-là. Ouais. C'était par chance, mais ça se combine très bien. C'est une étude qui a fait en cours dans le laboratoire du docteur Bertrand Joseph. Donc, regardez pourquoi quand quelqu'un est diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, il est beaucoup moins enclin à avoir le glioblastome. Il faut aussi savoir que comme le glioblastome, c'est une maladie qui affecte principalement les hommes. La maladie d'Alzheimer, c'est principalement les femmes. Donc, c'est possible qu'il y ait aussi un rôle au niveau des hormones qui jouent. Mais ça, c'est... Ouais. On avait deux questions. Dimitri, suivi de... Oui, c'est très intéressant. Je voulais savoir si tu pouvais intervenir sur la microbie d'une manière ou d'une autre, quels seraient les phénomènes neuronaux au niveau du réseau que tu pourrais stabiliser? Est-ce que tu t'attends à être capable de stabiliser la synapse, la plasticité synaptique? Est-ce que tu t'attends à pouvoir limiter la dégénérescence de certains neurones dans l'hippocampe, par exemple? Et si tu penses que c'est possible, quelle serait la manière de contrôler l'activité de la microglie pharmacologiquement ou des récepteurs spécifiquement exprimés dans un sous-type de microglie active? Comment tu vois ça, la microglie comme étant une cible potentielle pour stabiliser le réseau neuronal? C'est sûr, comme j'ai mentionné, la microglie a un rôle vraiment important au niveau du refoulement synaptique. La perte synaptique, c'est une des composantes principales de la maladie d'Alzheimer. Ça se produit très tôt, puis ça dégénère avec la présence aussi des plaques d'amyloïde bêta. Donc, possiblement, vraiment avoir une cible thérapeutique, soit une microglie, pour aider justement à la perte aberrante des synapses au niveau de cette composante. Pour dire spécifiquement qu'est-ce que j'utiliserais, c'est difficile à dire parce qu'il faudrait prendre des traitements très tôt pour pouvoir justement éviter cette perte synaptique qui non seulement arrive dans la maladie d'Alzheimer, mais même au courant du vieillissement normal. Donc, je ne sais pas s'il y aurait vraiment peut-être quelque chose cétonique, hein, pourquoi pas. Ça peut aider peut-être. Oui, ça possiblement, mais ça dépend aussi parce que la microbie, dans les cerveaux âgés, ne va pas avoir les mêmes fonctions que, dans le fond, une jeune femme ou un jeune homme. Il y a des changements au niveau des protéines qui sont exprimées. Il va diminuer avec l'âge. Ça va faire que les fonctions phagocytantes ne vont pas nécessairement ils vont pas être aussi bonnes que quand il y a un cerveau qui est en condition, je dis homéostatique, mais on se comprend que c'est en condition adulte et sain. Donc, il y a des changements qui se produisent naturellement, qui sont exacerbés dans la maladie d'Alzheimer. Donc, peut-être avoir des cibles à ce niveau-là pourrait aider. Mais plus spécifiquement, je ne pourrais pas me déclarer. Pour devant la question de Benoît, s'il y a des gens qui ont besoin de quitter la salle quand on quitte, ceux qui veulent rester pour jaser un peu, c'est bien correct aussi. Moi, j'ai une question un peu plus pratique. Dans le fond, tu nous as parlé, merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Tu nous as parlé de recrutement de sujets, puis je pense qu'il y a un labo aussi plus fondamental avec des souris, une plateforme je pense. Donc, ce serait quoi les possibilités pour maximiser les collaborations, disons aussi à Sherbrooke, comment tu verrais développer un programme de recherche ici au CEDARI, mais ailleurs aussi avec la MSS. Qu'est-ce que tu as en tête? Ben, c'est sûr que pour le recrutement, la partie un peu plus clinique, ça va être en collaboration ou sinon avec l'aide du CRDV. Peut-être, c'est comme ça. Dans le fond, vraiment, collection des tissus, des échantillons sanguins, tout ce volet-là. Donc, avant le début, par exemple, je ne reviendrai pas jusqu'à Diapo, mais avant le début des cultures, du moins, ça serait en collaboration avec d'autres laboratoires ici.
L'utilisation, par exemple, toute la métabolisme. Donc, je sais que la plateforme aérodynamique possède je ne sais pas si c'est exactement le Argent Seahorse. J'imagine que c'est lui, selon le site Internet. Donc, je ne sais pas s'il y aurait d'autres équipes. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur les outils disponibles pour étudier le métabolisme. Mais c'est sûr que dans mon laboratoire, c'est pas quelque chose que je peux pas tout faire non plus. Donc, ça serait vraiment de prendre davantage d'expertise des autres, vraiment, puis moi aussi de donner mon expertise. Donc, j'ai fait de la microscopie électronique pendant de nombreuses années. J'en ai tout vu. Donc, ça serait vraiment de faire un échange à ce niveau. Pour la microscopie électronique, je sais qu'il y a des avancées ici. Je ne sais pas si à quel point je peux. En tout cas, il y a des microscopes qui se retrouvent dans les parages. Donc, ça serait d'utiliser les outils qui sont en main en ce moment pour les études précliniques. Après ça, ça serait de voir, OK, est-ce que la microscopie électronique aurait un intérêt ici? Est-ce que les gens veulent pousser vraiment? Est-ce qu'ils veulent faire, par exemple, les études comme ici, sur l'ultrastructure, la densité sur l'ultrastructure, intégrité myéline, connexion avec les synapses. Donc, ça serait de voir aussi l'intérêt des gens. Ça serait à pousser pour l'instrumentation. Donc, il y a beaucoup de microscopes électroniques qui existent, mais c'est des instruments qui sont pas donnés. Donc, c'est aussi de voir avec les microscopes qui sont en ce moment ici. Donc, toutes les analyses que j'ai montrées sont facilement, ils peuvent être produites sans aucun doute avec les microscopes qui sont ici. Donc, Oui, ouais. Je ne veux pas te piéger, là, absolument pas, même si ma question pourrait avoir l'air aussi à un moment donné. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'observations dans le travail que tu as fait, qui, moi, je les vois comme une corrélation avec la maladie d'Alzheimer. Je me demandais, est-ce que dans tout ce que tu connais actuellement au niveau de la dark microglia, il y a quelque part des évidences sur une fonction, un mécanisme d'action qui est différent entre ces microglies sombres et la microglie qu'on dit plutôt normale. Ouais. Parce que, en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que le fait de voir plus de microglies sombres, c'est la conséquence de la maladie d'Alzheimer? Si c'est le cas, ben, il n'y a peut-être rien à faire avec ça. Alors que si ça vient plus au début, depuis que c'est impliqué dans la progression de la maladie, bien là, effectivement, il y a peut-être une intervention à l'échapper. Donc, au niveau de la fonction, mécanisme d'action, est-ce qu'on connaît des choses ou il est juste trop tôt? C'est impossible à dire parce qu'on peut juste utiliser une microscopie électronique. C'est ça. Hein? C'est une très, très belle technique. Je l'adore. Je pense que c'est évident que je l'adore. Mais c'est descriptif. Donc, c'est pour ça qu'utiliser, par exemple, des modèles in vitro ou même des souris où on est capable d'isoler les microglies ou capable d'étudier avec des techniques complémentaires, ça nous permet vraiment d'étudier l'aspect fonctionnel et corrélé avec ce qu'on voit avec l'ultrastructure. La microglissome, le gros défi, c'est que c'est impossible pour l'instant de l'isoler. C'est impossible d'avoir un marqueur spécifique. Et même en combinaison de marqueurs, comme on voit que les diseases associées macroglia, ils expriment les mêmes gènes, les mêmes protéines sont retrouvées chez les microglissomes. Donc, c'est plate à dire, mais c'est une cellule qui a, sans la découverte de nouvelles manières d'isoler ces cellules, peut-être avec du microdissection, regardez vraiment proche des plaques, on sait que 43% des microglissomes, peut-être qu'on serait capable d'isoler par la suite cette population, mais c'est un travail qui est vraiment difficile à effectuer. Donc, côté fonctionnel, par exemple, on sait qu'il y a des changements possibles. Ça, c'est vraiment anecdotal, anecdotique. Une des manières d'étudier le microglie et les changements au niveau de la fonction, c'est de les dépléter avec les inhibiteurs de la donc le fameux plexicon. On sait que les microglies sombres restent, ils ne sont pas déplétés. Donc, il y a des changements au niveau peut-être des mécanismes de compensation qui existent chez les microglies sombres qui les empêchent justement d'être déplétés par ces inhibiteurs-là. Mais qu'est-ce qui se produit côté fonctionnel?
c'est vraiment, c'est un territoire inconnu. Probablement des techniques là, qui sont très nouvelles, des approches avec une imagerie, mais sur cellule unique qui permet d'aller identifier les éléments à l'intérieur d'une cellule, la spectromasque ici sur la cellule unique. Spatial transcriptomics, Ouais, on comprend je pense que l'infrastructure, oui. éventuellement appliqué à Juste un commentaire pour suivre qu'est-ce que cette question a eu, sa proposition de voir pour la progression. Vous parlez des 7 heures. Et pour le côté clinique, on verra si ça va porter fruit à un moment donné. Il y a peut-être des signes, il y a des aspects logistiques pas évidents. Mais dans les modèles de APP, PS1 et d'autres modèles génétiques de souris dites Alzheimer, c'est clair qu'on peut améliorer et le bêta-amyloïde, l'accumulation de neuropathologie en général, que ce soit le taux phospholipide ou le bêta-amyloïde, et les aspects de comportement et de la cognition. Donc, on peut poser une régression de la maladie chez ce modèle-là. Alors, c'est une fenêtre d'une opportunité, justement, pour voir la question que lui pose. Est-ce que ça fait partie de la progression ou la conséquence de la maladie? Est-ce qu'on peut faire disparaître ces micro-rhizomes ou non avec ces modèles-là appliqués dans ce sens-là? Non, c'est vrai. Effectivement, si on fait des traitements préventifs, même, est-ce qu'on prévient la présence des micro-rhizomes? On sait que dans les modèles, par exemple, d'inflammation aiguë, comme les injections avec l'LPS, il y a l'abondance des micro-rhizomes qui se produisent dans la maladie autoimmune aussi, mais si on prévient justement la pathogenèse de la maladie, possiblement qu'on soit capable de réduire le nombre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Merci, vraiment. J'ai une question, peut-être à la plupart des personnes qui vont rester ici. Mais moi, ma question, c'était, vous avez parlé que l'augmentation de sécurité tolérante, on va très bien des stress occidentaux. Quand vous parlez des stress occidentaux, c'est préférence à ça? Ah, les signes de stress oxydant, dans le fond, je vais le montrer ici. C'est une question, moi, je ne l'avais pas entendu. Quels sont les signes de stress occidentaux qui dans à quoi? Mais dans le fond, c'est des changements. C'est quand on a une forte production, par exemple, d'espèces réactives d'oxygène. Ouais. Ouf, celle-là. Je veux dire le plus parce que je vous dis tout le temps en français. Ça va mener à des changements au niveau de l'ultrastructure parce que ça va les dégrader en partie. Là. Si on voit ici sur les images, donc ça, c'est un signe qui est associé au stress oxydant. Donc, les changements de l'ultrastructure. Est-ce que tu peux répéter l'oxyde oxygène? Je ne sais pas. Les réactifs. Espèces réactives de l'oxygène. Oui. Réactif d'oxygène. Espèces réactives de l'oxygène. peroxyde, puis les Ouais. oxydes, c'est vraiment des. Ouais. Donc, quand tu as une augmentation de Radicaux libres. Ah oui, mais là, tu peux dire ça comme ça. En Occident, ça réagit plus quand on a rien. Non, c'est le stress oxydatif. Ah, Bon. non, je suis tellement désolée. Non, non, il y a pas de- J'ai compris, là. Je suis vraiment désolée. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est poussé pour moi. C'est Ah oui. Je suis vraiment désolée, merci. Ah ben non, pas de problème. Alors, ça, il me reste que de te remercier, Jacqueline, pour une belle présentation, une bonne discussion, une bonne continuité dans cette étude. Tu as plein sur l'assiette. Merci beaucoup.